Pas à ce qu'il y ait autant de monde, pour être honnête, mais ça nous fait très très plaisir. Du coup, on va vous faire une présentation sur le rôle de l'ingénieur dans la solidarité internationale. Et pourquoi on vous en parle? On vous en parle parce que on a monté un projet qui s'appelle le projet MBD et on va utiliser ce projet comme argument et exemple pour vous parler de la solidarité internationale. Alors, tout d'abord, on voulait beaucoup distinguer la différence entre la solidarité et l'humanitaire. Plusieurs fois dans le diapo, il va y avoir des jeux, des trucs où il va falloir participer. Là, la première chose, ça va essayer de retrouver la définition entre solidarité et humanitaire. Donc, on peut commencer par lire les deux notions. Donc, la notion de rassemble les actions et attitudes de prise en compte des inégalités ou des injustices afin de, tant que possible, les résoudre ou les combattre. Et en dessous, la notion de est une façon de venir au secours de populations victimes d'une crise exceptionnelle. Ces populations peuvent être, par exemple, touchées par une catastrophe naturelle ou une guerre. Donc, à votre avis, donc la première notion, est-ce que c'est humanitaire, par exemple? On peut faire à main levée. Qui pense que c'est la définition d'humanitaire? Personne. Ah, si, ok. Deux personnes, trois, ok, ça monte. Et qui pense que c'est solidarité pour la première définition? Donc, il y a une majorité de solidarité. Et donc, la réponse, c'est bien la solidarité internationale, la première définition. Donc, pourquoi c'est important? C'est important parce que c'est des choses complètement différentes, qui traitent de notions différentes. Et notre projet à nous s'intègre dans un cadre de solidarité. Il n'y avait pas de catastrophe. On n'est pas entré dans un pays où on n'est pas allé à la rencontre de populations qui vivaient une catastrophe directe. L'objectif de la solidarité, c'est vraiment d'essayer de réfléchir ensemble à l'amélioration de conditions de vie sur le long terme. Et il y a vraiment une notion d'échange. Ce qu'on peut parfois moins retrouver dans l'aide humanitaire, où c'est vraiment des pays qui vont apporter, envoyer des ressources à d'autres pays qui en ont besoin. Donc c'est pour ça que la différence, elle est très importante. Et je vais vous laisser, Timothée, vous parler du projet en lui-même. Donc c'est bon. Ouais, maintenant, on va parler du groupe dont nous sommes 7 étudiants de TPS, donc 6 élèves généralistes, donc Hugo, Emma, JB, Julien, Mathis et moi-même, et Chloé qui est en TI. Donc le groupe, il s'est constitué en décembre 2023 et donc non 2022 même. Et donc ce groupe, il avait pour but de réaliser un bilan carbone sur une plateforme énergétique que vous pouvez voir ici avec notre très cher Souleymane. Maintenant, on va voir au niveau du contexte, donc le projet MBD. Donc ce projet-là dont on va vous parler, c'est un projet qui a pour but de montrer quel est le rôle de l'ingénieur dans la solidarité internationale. Donc là, vous avez une carte du Sénégal. Et donc nous, on était euh, positionnés entre Matam et Podor, dans le petit village de MBD, à quelques soixantaines de kilomètres du premier réseau électrique sénégalais. Et du coup, on va continuer avec une mise en contexte un peu plus globale pour notre projet. Bon, c'est une phrase un peu bateau, mais je pense que tout le monde sait que notre monde est fait d'inégalités, qu'elles soient entre les continents, entre différents pays, ou parfois même au sein d'un même pays. Et nous, ce qu'on veut surtout évoquer, c'est le fait de la crise climatique actuelle qui intensifie ces inégalités. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces inégalités et l'impact qu'a la crise sur ces inégalités, elle se voit surtout sur les pays pauvres et surtout les pays du Sud, qui sont souvent dépendants d'une agriculture de subsistance, c'est-à-dire récolter pour survivre. Et donc, forcément, on va pouvoir voir que l'impact de la crise climatique va avoir des conséquences dramatiques, que ce soit au niveau des inondations ou des sécheresses. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? C'est intéressant aussi de voir donc, que cette crise climatique elle va augmenter peut-être la pauvreté au sein de ces pays, augmenter la dépendance et les crises alimentaires. Et donc, bon, là, on a mis quelques curseurs qui pouvaient être intéressants de voir. Donc, température de surface, acidification de l'océan, pêche marine et recul de la biodiversité. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que actuellement, tous ces curseurs, ils vont dans le rouge, ils augmentent incroyablement fortement. Ça fait 2 fois. Et du coup, on a fait un petit jeu. Donc, en gros, on va vous montrer 3 cartes
C'est des cartes très classiques hein, que vous avez sûrement déjà vues dans les manuels d'histoire géo. Mais du coup, les légendes ont été cachées pour ces cartes. Et du coup, il y a 3 propositions et il va falloir retrouver à quelle légende correspondent les cartes. Du coup, s'il y en a qui veulent participer et me dire pourquoi ils ont choisi plus une légende que l'autre. Alors, on commence avec cette carte-là, où on a 3 propositions. Qualité de l'air dans le monde, risque lié au trajet entre son domicile et son établissement scolaire, et risque lié aux effets du changement climatique. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a envie de répondre pour nous donner une bonne réponse ou mauvaise. Vas-y. Ouais. Vas-y. Perso, j'aurais dit la troisième, parce que pour la qualité de l'air, ça m'étonne que pour les grandes villes, on n'ait pas des en point rouge. Risque lié au trajet de domicile, je ne vois pas vraiment le rapport. Et changement climatique, vu qu'on est justement dans tout ce qui est la zone équatoriale. Je crois que l'argumentaire est juste parfait, nickel. Non mais du coup, ça argumente un peu ce que je disais juste avant. C'est que là, on a vraiment une concentration des risques liés au changement climatique au niveau de l'Afrique centrale et du sud de l'Asie. Et donc, en fait, j'ai rien à rajouter. Nickel. Une autre carte ici. Alors, on a 3 propositions. Émissions de CO2 en tonnes par an par habitant, production d'armes en tonnes par an ou production de batteries électriques en tonnes par pays. Allez, vas-y. Allez, est-ce que tu sais pourquoi tu éliminerais les 2 autres et pas... Pourquoi on en parlerait Ouais, du coup, nickel. En vrai, ce qui est sympa de voir, c'est que je pense que si on cherche des cartes identiques pour la production d'armes et la production de batteries, ça devrait être à peu près équivalent. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir surtout que là, les plus gros émetteurs de CO2, c'est les pays développés. Et quand on retourne à la carte précédente, ceux qui subissent le plus le changement climatique, c'est les pays qui parfois en émettent le moins, avec du coup l'Afrique centrale. Du coup, intéressant de confronter les 2 cartes. Hop là. Ok, je sais pas comment ça. Je le lance. Et du coup, dernière carte. Accès à l'eau potable dans le monde en 2017, accès à l'électricité dans le monde en 2017, ou taux d'augmentation de l'obésité par pays depuis 1950. Est-ce que quelqu'un veut nous proposer quelque chose? Hop, hop, hop. Tu veux ou vas-y. Vas-y. Ouais. Du coup, c'est vrai que les questions, les réponses peuvent peut-être parfois être évidentes, mais du coup, celle-ci, elle correspond parfaitement à notre projet. Du coup, ça correspond à l'accès à l'électricité, et on voit que l'Afrique a un vrai souci avec ça. Et nous, ça nous concerne parce que là, on pourrait croire que dans chaque pays, il y a un problème d'accès à l'électricité. Et nous, ce qu'on va pouvoir vous raconter, c'est que même au sein d'un pays où on pense que tout le pays souffre de ce problème d'accès, il y a des disparités au sein même des régions d'un même pays. C'est-à-dire que au Sénégal, tu peux habiter à Dakar et avoir un superbe accès à l'électricité, pas de souci. Et être dans une autre ville en 6 heures de bus et de plus du tout avoir d'accès. Du coup, ça, on le verra plus tard. Juste une mini-synthèse du coup, pour qu'on lance notre projet, après qu'on puisse parler de notre projet. Ce qui est intéressant quand on veut lancer ce genre d'initiative, c'est que des problématiques, il y en a, on sait les localiser, et que tous les problèmes sont plutôt liés. Et les enjeux sont très variés dans le sens où nous, c'était plutôt technique. On a découvert qu'il y avait un véritable aspect social. Et donc, ça peut être intéressant de s'intéresser pour trouver peut-être le projet qui vous plaît le plus. J'enchaîne. Hop là. Ok, donc on a parlé un petit peu des problématiques internationales. Maintenant, pourquoi est-ce que nous, du coup, on se penche à cette partie internationale, puisqu'en fait, juste en France, même autour de chez nous, il y a des problèmes. Et qui sont, donc c'est pour ça qu'on a écrit existence de problèmes locaux. Il y a des problèmes partout qui peuvent pencher à la réflexion. Pardon. Et du coup, pourquoi se pencher sur le côté international? Il y a deux idées. Déjà, c'est parce que nous, on voulait prôner aussi un côté d'ouverture d'esprit sur une culture étrangère qui, on pense, est quelque chose de très important, et c'est sur quoi aussi porter beaucoup le projet.
En effet, le fait de partir à l'étranger, ça a permis vraiment un échange de culture et on parlera beaucoup d'interculturalité aussi dans la suite de la présentation. Mais c'est vrai que le côté international, il permet de rajouter ce côté échange culturel qui est important. Mais voilà, c'est l'idée de se dire qu'il ne faut pas oublier qu'il existe des problèmes locaux, que ces problèmes ont une importance aussi forte que ceux qui sont internationaux et que en fait tout est lié. Mais donc dans cette conférence, on va vraiment parler plutôt du côté international. Donc, on vous a parlé de diverses problématiques, donc l'accès à l'électricité par exemple, l'émission de CO2, etc. Mais on va se pencher sur l'autre côté de la conférence, donc la place de l'ingénieur au sein de ces problématiques. Donc le but d'un ingénieur, on va dire, on va simplifier, c'est de résoudre des problèmes et d'apporter des solutions innovantes. Donc une vraie définition, ce serait: le métier de l'ingénieur consiste à poser, étudier et résoudre de manière performante et innovante des problèmes souvent complexes de création, de conception, de réalisation, de mise en œuvre et de contrôle de produits, de systèmes ou de services. Donc c'est une définition un peu barbante, tout ça pour dire que le but c'est d'apporter des solutions et de résoudre des problèmes. Donc au travers de ce graphique, on va voir les principaux domaines dans lesquels les ingénieurs exercent leurs compétences. Donc on peut voir qu'en majorité, on a tout ce qui est recherche, conception, donc ce qui semble assez logique. Et je pense qu'il y a pas mal d'entre vous déjà qui se destinent à la recherche plus tard, donc vous rentrerez dans ce domaine. Et en fait, l'ingénieur, il va chercher des solutions, il va essayer d'apporter des solutions. Mais pourquoi ? Pourquoi lui plutôt que quelqu'un d'autre qui serait, je sais pas, en études de droit ou quelque chose comme ça ? Eh bien, c'est parce qu'au long de notre cursus, on acquiert des compétences spécifiques qui nous permettent de maîtriser à la fois des ressources assez techniques, donc je ne sais pas, parlons des langages de programmation ou des choses comme ça, des compétences en analyse du problème, en synthétisation des problèmes, des compétences pour concevoir des choses et analyser. Et là, c'est un résumé de toutes les compétences qu'on est censé acquérir dans notre cursus et qui peuvent nous aider à résoudre des problèmes et donc à s'insérer au sein de cette solidarité internationale dont on vous parle depuis, 10 minutes peut-être. Donc voilà. Juste le petit point à regarder, c'est qu'on a 2 fois la compétence en recherche. Alors, c'est pas une redite, mais c'est vraiment un point sur lequel on voulait insister parce que les compétences en recherche, elles sont doubles. D'un côté, on a une compétence en recherche de l'information, c'est-à-dire savoir où aller chercher l'information et comment tester sa véracité. Et aussi la compétence en recherche qu'on connaît plus simplement, donc la recherche fondamentale. Donc ça, c'est les compétences de l'ingénieur. Et maintenant, on va vous présenter comment nous, on a pu les mettre en œuvre au sein du projet BIDI. Donc maintenant, on va parler des compétences qu'on a pu utiliser dans le projet. Donc pour cela, d'abord, on va faire déjà une petite mise en contexte. Merci. La mise en contexte. Donc notre mission sur place, donc qu'est-ce qu'on devait faire? C'était calculer un bilan carbone afin de démontrer que c'est la meilleure plateforme énergétique. La plateforme énergétique est la meilleure proposition possible pour électrifier le village. Donc là, vous voyez, c'est le village de Mbidi qui est situé à une 60aine de kilomètres de la nationale N2. Et donc le problème, c'est que l'électricité au Sénégal arrive uniquement sur cette voie. Le réseau électrique Sénélec est à 60 km. Donc on n'a pas forcément de possibilité de tirer des fils. Et c'est aussi une volonté des ONG, une volonté du pays de ne pas investir là-dedans. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est que les ONG et l'Agence française de développement ont décidé de réaliser une plateforme énergétique. Donc pour cela, ils utilisent un nouveau programme d'accès aux énergies renouvelables nommé le PAER. Le GRES et le partenariat ces ONG ont donc découpé 3 phases. La première phase, la phase pilote, où il fallait déterminer le meilleur endroit pour implanter la plateforme énergétique. Excusez-moi, c'est mal poli. Le meilleur endroit pour créer une plateforme énergétique. Donc pour cela, ils ont choisi le village de Mbidi. C'est devenu donc un pôle d'activité et ça a permis d'avoir de plus en plus de commerces et de TPE. Ensuite, une phase d'ancrage. Donc nous, on est arrivé à la fin de cette phase d'ancrage, au moment où c'est la création de la plateforme. Et enfin, la phase de retrait. Donc, c'est-à-dire que les ONG sont encore présentes, mais les habitants ne sont plus dépendants des ONG. Je peux passer.
Donc ici, vous pouvez voir la plateforme énergétique. Donc il y avait 66 panneaux solaires et sur la gauche, sur la petite cabane avec le toit bleu, c'était le groupe électrogène. Donc cette plateforme énergétique, on a pu y calculer le bilan carbone. Et derrière, ce que vous voyez, c'est les TPE. Donc là, il y avait différents vendeurs, des vendeurs de glace, un soudeur, etc. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est calculer le bilan carbone selon différents scénarios. Donc dans un premier temps, le scénario actuel avec une plateforme hybride comparé à d'autres scénarios comme un groupe électrogène seul ou des kits solaires. On a réussi à déterminer que la meilleure solution, c'était bien la solution de la plateforme actuelle et donc que c'était une bonne solution vis-à-vis de la transition écologique. Ensuite, on a aussi travaillé sur des moyens d'optimisation de la plateforme. Donc pour cela, on a travaillé avec Julien sur regarder quels étaient les meilleurs équipements possibles dans les TPE afin d'avoir une consommation énergétique la moins énergivore pour chaque équipement. Et enfin, on a fait des recherches sur les moyens de réutilisation des panneaux photovoltaïques enfin, et tout ce qui est recyclage. Vas-y. Donc, quelles sont les compétences utilisées? Donc, pour ce qui est du bilan carbone, donc on a eu pas mal de programmation. En effet, on a dû faire un programme pour voir quel était quel était le coût carbone de la plateforme. Enfin, quelques compréhensions des outils techniques, une habilitation électrique, parce que là-bas, il n'y a pas réellement de normes. Il pouvait y avoir des pièces dénudées partout et on était là, il faut faire attention. Enfin, un travail collaboratif. En ce qui concerne l'optimisation de la plateforme, on a pu faire quelques expériences et quelques calculs de consommation énergétique. Et enfin, pour la réutilisation des panneaux photovoltaïques, on a pu rédiger des rapports pour aider les gérants de la plateforme, Souleymane, à avoir des pistes pour la suite. Alors, quand on organise un tel projet, on est à fond dedans. On pense tellement à ce qu'on doit faire qu'on oublie parfois ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il faut faire attention. Il faut prendre du recul et notamment, donc, la première chose à ne pas faire, c'est ne pas créer de dépendance avec les pays du Nord. Donc, quand on monte un tel projet, le but, c'est qu'il soit périn, qu'il dure dans le temps, qu'on soit là sur place après ou non. Donc ça ne sert à rien de de passer des mois à monter un projet pour qu'au final il ne dure qu'un mois en réalité sur place. Le but c'est qu'il perdure dans le temps et que ce soit possible de le faire tourner sans vous. Et le danger du coup c'est d'être tellement de vouloir faire tellement bien parce que c'est ok de vouloir aider mais il faut le faire bien. Et des fois on veut le faire tellement bien qu'on oublie un peu de prendre du recul et de faire attention à ce que l'on fait. La deuxième chose, c'est de ne pas arriver dans le rôle de sachant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on on a aucun droit d'arriver dans une culture, dans un pays qui n'est pas la nôtre, et d'imposer notre vision des choses afin de faire tout bouger comme on le souhaite, comme on le veut. C'est quelque chose qu'on apprend si on se prépare bien donc durant la préparation de ce genre de projet. Et pour ce faire, il faut s'associer avec les bonnes personnes. Donc nous, on a pris l'exemple d'Ingénieurs sans frontières, qui est une association avec qui on a beaucoup travaillé en amont et qui nous a accompagnés durant toute la préparation du projet, notamment dans des formations d'interculturalité pour apprendre comment appréhender ce genre de problème et aussi ouvrir les yeux sur certaines problématiques qu'on n'aurait pas forcément prises en compte, dont la pérennité d'un projet et l'importance de ne pas arriver avec ce rôle de sachant qui est un peu le danger de tous ces projets qui partent d'une bonne intention, mais qui finalement ne font pas du bien aux organismes avec lesquels on travaille. Donc Ingénieurs sans frontières, ils font plusieurs actions, ils renforcent, ils échangent et ils construisent. Donc toutes ces informations, elles sont disponibles évidemment sur leur site. Et ils nous ont vraiment beaucoup aidé notamment sur l'aspect éthique du projet. Je pense que finalement ça n'a pas été enfin, ça a été plutôt bénéfique de travailler avec eux. Et puis voilà, donc d'autres acteurs, en fait, nous on était au centre d'une grande spirale. Donc on a travaillé avec ISF, avec qui on a pris contact très tôt, mais également avec le partenariat, qui est l'association qu'on voulait aider sur place. On a fait le lien entre les deux.
Et on a pu contacter via AWA du partenariat le gérant de la plateforme de MBD, Souleymane Diallo, qui nous a donc exposé un peu toutes les problématiques sur place auxquelles nous allons devoir répondre. Voilà. Je vais continuer également sur la partie de Julien. Donc un autre moyen, enfin quelque chose qui est très important aussi quand on arrive là-bas, c'est d'essayer de bien comprendre le pays dans lequel on arrive. Et comme il a dit également, de se poser des questions sur tous les mécanismes qui sont à l'œuvre lors de situations d'interculturalité. Bon, nous, dans le cas du Sénégal, un des premiers trucs, je pense qu'il faut savoir quand on arrive au Sénégal en tant que Français, c'est que c'est une ancienne colonie française. Et donc ça, forcément, ça a un impact. Ça a un impact sur le pays encore aujourd'hui. Par exemple, tout bêtement, le premier exemple, c'est que les Sénégalais parlent français pour la majeure partie. Donc ça, c'est quand même un avantage parce qu'il n'y a pas cette barrière de la langue. Et je pense que le même projet avec la barrière de la langue, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Aussi, un des trucs qui nous a frappé, et j'ai une petite anecdote à ce sujet-là, c'est que les Sénégalais connaissent vraiment, enfin les Sénégalais scolarisés en tout cas, connaissent très bien l'histoire de France et la culture française de manière générale. Et donc en fait, c'était quand on était dans le bus entre Dakar et Taredji, avec qui on a pu discuter avec une personne. Donc je ne sais plus comment ça a commencé, mais en tout cas, on lui parle du projet. Il trouve ça super bien, il est super intéressé, il nous demande d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire à Mbidi. Il s'avère qu'il connaissait le village de Mbidi. Et donc c'était vraiment une discussion très intéressante. Et en plus, quand on passait dans les villes, dans des villes ou des villages, il nous expliquait qu'est-ce que c'était, combien il y avait d'habitants et tout. C'était vraiment super intéressant. Et on en arrive à discuter de la France. Et il nous fait, en fait, vous, les Français, nous, on connaît super bien votre pays et tout, on l'apprend à l'école, mais vous connaissez rien au Sénégal. Et sur le moment, on s'est dit, ouais, c'est vrai, sans trop savoir quelle conclusion en tirer. Mais c'est vrai, en fait, on connaît beaucoup moins les pays de l'hémisphère sud que de l'hémisphère nord. Enfin, c'est quelque chose qu'on apprend moins en histoire ou même à l'école de manière générale. Et quand on arrive au Sénégal, qui plus est pour un projet comme ça, je pense que c'est important de se renseigner un minimum. Ça ne sert à rien de se faire toute l'histoire du Sénégal, mais au moins le contexte politique, le contexte géographique, pourquoi on arrive là, etc. C'est très intéressant, surtout dans le cas du Sénégal où il y a beaucoup de rapports avec la France, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et une dernière chose, voilà, c'est les formations d'interculturalité, notamment celles qu'on a fait avec Ingénieurs sans frontières. Ça a été très utile et c'est vraiment des choses qu'il faut savoir parce que c'est assez complexe en fait les mécanismes qui sont à l'œuvre lors de situations d'interculturalité. Et donc je pense que c'était très important de les avoir faites. Et ah oui, et maintenant, petit quiz sur le Sénégal présenté par Hugo. Alors voilà, donc du coup, JB, il a pu vous expliquer un peu son expérience en vous racontant qu'il y avait plein de choses sur le Sénégal que lui ne connaissait pas, tandis que beaucoup d'étudiants sénégalais ou même de Sénégalais connaissaient énormément de choses sur la culture française. Donc on s'est demandé si vous aussi, vous étiez capable de répondre à certaines questions sur le Sénégal. Donc on vous a préparé un petit quiz. Hop là, vous allez pouvoir vous connecter normalement. Alors, il n'y a pas de QR code, ou en tout cas, je ne sais pas comment faire, mais du coup, vous pouvez aller sur joinmyquiz.com et rentrer le super code qui est ici au tableau. Alors, il y a 6 questions basiques sur le Sénégal. C'est vraiment des choses qui, à l'inverse, les étudiants sénégalais connaissent de la France, en fait. Donc, je ne sais pas si ça marche. Oh, ça arrive à foison. On n'arrête plus. Alors c'est limité à 100, mais je pense que ça devrait être bon.
On monte, on monte. Ok, donc on peut... Est-ce que tout le monde a réussi à se connecter? Oh, il y a ma mère. Ok. Euh, Allez, dans 10 secondes du coup, c'est parti. Alors, allez, on attend un tout petit peu. Voilà. Alors, je vais commencer. J'espère que tout va bien marcher. Ok. Est-ce que vous avez bien une question qui s'affiche? On va mettre la vue graphique. Donc la première question, quel est le nom du fleuve le plus long du Sénégal? Alors il y a 20 secondes par question. Est-ce qu'on laisse les 20 secondes On peut laisser les 20 secondes. Bah, ça répond très vite. Donc la majorité des gens se trompent. On peut remarquer déjà. Le fleuve le plus long du Sénégal, j'attends un petit peu pour que les gens répondent, mais c'est bien le fleuve Sénégal. C'est pour ça que le Sénégal s'appelle Sénégal en fait. Donc on va passer à la question suivante. Ah, il y a le leaderboard apparemment. Donc on passe à la question suivante. Donc la question d'après, question sur la religion au Sénégal. Donc, hop là. Quelle est la religion majoritaire au Sénégal? Donc ça monte très haut, c'est une ancienne colonie française. La majorité des gens mettent le christianisme. C'est faux, bien entendu, c'est l'islam qui est la religion majoritaire au Sénégal. Alors il faut savoir que au Sénégal, c'est plus de 95% de la population qui est de confession musulmane. C'est la question suivante. Donc il en reste, je ne sais plus. Troisième question. On va remettre la vue de la question. Donc, ah oui, quel est le drapeau du Sénégal? Donc, ok, il y a la majorité là-bas qui monte. On reste un petit peu. Donc, vous répondez vite, c'est très cool. Et donc voilà, la grande majorité des gens, voilà, c'est la bonne réponse. Vous trouvez donc bien le drapeau. Donc, c'est bien le drapeau du Sénégal. Pas confondre avec d'autres. Donc ensuite, on va passer à une question qui est un peu plus difficile, je pense. Alors, on peut faire le leaderboard si jamais ça vous intéresse. Antonin de RTS qui est premier. Il sait tout faire. Alors, avant-dernière question, je crois. Alors, comment s'appelle le président du Sénégal? Donc, il a fait l'actualité récemment pour ceux qui suivent un petit peu. Alors, c'est assez bien réparti. C'est assez fou. Et donc, voilà, la bonne réponse, c'est bien Macky Sall, le président du Sénégal. Et enfin, donc... Ok. Voilà, donc question d'après. Quelle est la capitale du Sénégal? Alors, ok, donc là, question peut-être un peu plus facile. Donc voilà, la capitale du Sénégal, c'est bien Dakar. Bien joué, il y a des choses du coup qui ont l'air plus faciles que d'autres dans le questionnaire, mais c'est intéressant de le voir. Et on va passer donc à la dernière question. Quelle est la langue officielle du Sénégal? Hop là, voilà, c'est ça. Vue graphique. Et donc, plusieurs réponses. Le Wolof, le français, le Pulaar, le Malinké. Donc, ok,
Tout le monde a presque répondu. Et donc la réponse, c'est bien le français, la langue officielle. Alors, il y a énormément de dialectes au Sénégal en fonction de là où on se trouve, mais la langue qui est officielle, c'est bien le français. On va pouvoir voir le petit leaderboard final, je crois. Et du coup, est-ce que c'est bien fini? Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut un petit peu voir de ça? C'est vraiment qu'il faut se dire que donc il y a beaucoup de questions où les gens, enfin, vous n'avez pas la réponse et c'est normal. C'est des choses qu'on n'étudie pas forcément en fait dans notre cursus scolaire, mais il faut vraiment se rendre compte que la France a eu un impact et a encore un impact énorme sur des pays d'Afrique de l'Ouest ou même d'Afrique en général, que ce soit lors de la colonisation ou après et encore aujourd'hui. Donc c'est important de s'en rendre compte et de se dire que toutes ces anciennes colonies, elles ont dans leur programme scolaire beaucoup de cours encore sur les pays qui les ont colonisés en fait, tout simplement. Donc maintenant on va passer à la suite après ce super jeu et je vais laisser la parole à Chloé. Du coup, moi, je vais vous parler de ce que c'est d'être une ingénieure dans un projet solidaire à l'international. D'abord, je vais pas parler de manière un peu générale pour tout le monde. Il faut savoir qu'on n'a pas du tout vécu la même expérience et ni de la même façon. Si chacun vous racontait notre histoire et notre mois au Sénégal, bah, vous auriez 7 histoires totalement différentes, avec des ressentis personnels totalement différents. Il faut savoir aussi qu'on était pendant un mois dans des conditions qui étaient assez compliquées, où le confort n'est pas celui qu'on a l'habitude d'avoir en France, où les températures étaient quand même extrêmes, où on avait du 40 degrés pendant la journée, où parfois on avait des tempêtes de sable, etc. Donc c'était pas toujours facile. Et tout le monde ne réagit pas de la même manière à ce genre de conditions. Certains l'ont bien vécu, d'autres un peu moins. Il y en a qui avaient hâte de rentrer, d'autres qui étaient contents, qui auraient aimé rester plus longtemps. Et à ça, le fait d'être une femme dans un pays comme celui-ci peut ajouter des contraintes. On a eu la chance avec Emma que dans le travail qu'on a fourni, il n'y a pas eu de discrimination et le fait qu'on soit une femme n'a rien changé au travail qu'on fournissait et à notre, et au fait qu'on était d'accord avec ce qu'on faisait, etc. Mais dans le côté interculturel et dans le rapport avec les populations sur place, ça a été un peu plus compliqué. Donc j'ai un exemple un peu bête, mais du coup on a voulu faire un foot avec les enfants du village. Et nous, ça nous a participé à ce match avec tout le monde. Et quand on a dit du coup à Souleymane qu'on voulait jouer au foot avec les garçons, ils nous ont regardés en nous disant bah vous êtes sûrs? Et on était en mode bah oui, c'est juste pour nous amuser, etc. Puis il dit d'accord, et on se retrouve avec des personnes qui nous côtoyaient beaucoup moins, qui elles venaient du village et qui étaient un peu moins ouvertes d'esprit, on va dire, qui nous ont redemandé vous êtes sûr de ne pas vouloir rester sur le banc de touche parce que bon, des femmes qui font du foot, c'est pas fou. En plus j'étais très nulle, donc moi on est revenu me voir plusieurs fois pour me dire arrêtez. Et du coup ça peut rajouter une charge sur notre épaule en tant que femme. Après, on a eu de la chance que ce soit quand même des personnes. Je sais que Souleymane était très ouvert d'esprit. On a pu discuter beaucoup du rôle de la femme, de l'importance de la femme dans le pays, de la vision de la femme dans le pays, etc. Et face à ces contraintes et cette charge mentale en plus, on a eu 2 réactions totalement différentes avec Emma. Moi, j'étais plus dans l'adaptation, de me dire bah, c'est leur façon de voir les choses et j'ai pas envie d'imposer ma vision. Et j'ai pas envie de m'imposer en tant que femme. C'est leur façon, ils ont grandi comme ça, etc. Et donc, je me suis un peu mis de côté et j'étais un peu pliée aux règles du Sénégal. Là où Emma était plutôt dans il faut qu'on montre que même une femme peut faire la même chose que les hommes, sans rentrer en conflit avec les populations et avec les personnes concernées. Par exemple, il y avait un voyage qu'on devait faire sur une voiture pour aller à Ndioum et il n'y avait que 2 personnes dans le groupe qui pouvaient partir. Et donc Souleymane dit directement bah, les filles, c'est mort, le trajet il est trop compliqué, c'est pas pour vous.
Moi, j'étais un peu patraque parce qu'on venait de faire de la voiture et tout ça. J'étais au bout de ma vie. J'étais en mode oui, il n'y a pas de souci. Et Emma a dit non, non, moi, je veux le faire. Je me sens capable, je peux le faire. Et sans rentrer en conflit avec Souleymane, elle a fait ce voyage. Elle a prouvé qu'une femme était capable de faire un voyage compliqué. Et donc, voilà. C'était un peu pour parler de ça parce que c'est quelque chose qui est quand même important quand on fait un projet solidaire. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a une vision occidentale de la chose. Et quand on va dans un pays à l'étranger, il faut remettre les choses dans leur contexte. Pour nous, il y a des choses qui nous paraissent aberrantes et qui nous paraissent invraisemblables, qui pour eux sont totalement normales. Et réciproquement, on peut faire des choses qui pour eux paraissent aberrantes, alors qu'en vérité, c'est normal pour nous. Et donc, il faut réussir à... Enfin, il ne faut pas oublier qu'on est dans leur pays et qu'il ne faut pas rentrer en conflit non plus. Et il faut réussir à communiquer et à s'adapter les uns aux autres. Du coup, là, on a fait une petite frise chronologique du comment on a monté ce projet, donc quasiment de A à Z. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez prendre en photo. Enfin, du coup, c'est vraiment notre expérience à nous, mais ça peut ressembler à comment monter un projet pour quelqu'un qui voudrait le faire de son côté pour un projet personnel ou pour une césure, par exemple. Et donc, du coup, mais nous, on a commencé avec 3 gros mois de formation du groupe. Puis on a enchaîné, fallait bien choisir un thème, se rapprocher d'associations. Et du coup, c'est là où on s'est rapproché de ISF et du partenariat. Et on a commencé donc dès février-mars à mettre en place une routine de réunion. Et donc, en fait, le projet BD s'est installé vraiment dans notre quotidien. Et donc, dès mars jusqu'à maintenant, chaque semaine, on entend parler dans notre vie du projet BD. Et du coup, il y a eu des vrais moments, que ce soit la première réunion d'initialisation avec ISF, donc vraiment là où on a lancé le projet, le moment, donc le week-end d'interculturalité qui était super important. Et puis en mai, l'entretien final pour valider notre projet qui s'appelle le Coléoptère, où on a monté tout un dossier de plusieurs pages. Et du coup, on l'a présenté pendant, je crois que ça a duré 2-3 heures. Et après, on a attendu la décision d'un jury pour savoir si on pouvait partir ou pas. Donc, finalement, on est parti, on était très heureux, c'était à Paris. Et donc, c'était super. Et tout ça, c'est grâce à ISF. C'est ISF qui a encadré cet entretien final et qui nous a conseillé vachement, qui a orienté plein d'idées différentes avant de partir. Et donc, du coup, c'est qu'après ça qu'on avait pris les billets. Je crois qu'on les a pris qu'après ça. Donc, on les a pris plutôt tard. Mais bon, au moins, on était sûr de partir avec un projet solide et fiable. Et donc, en juin-juillet, on s'en va donc pour 29 jours au total, dont 22 à Bidi. Et là, du coup, on est dans le moment post-projet. Bon, on arrive vraiment à la fin du moment post-projet. C'est-à-dire qu'on essaye au mieux de valoriser notre projet, donc avec des rapports à l'association. On est retourné voir ISF pour parler de notre projet face à des étudiants qui, comme nous, voulaient monter un projet dans les mois qui arrivaient. Il y a aussi la conférence d'aujourd'hui qui sert donc à valoriser ça. Et merci aussi à l'école qui nous fait un peu de visibilité en nous mettant du coup sur leur site. On est même apparu dans un journal, dans le journal local d'Ilkirch, je crois, donc c'est trop bien. Donc voilà, c'était tout le projet. Alors, du coup, pour continuer un petit peu, à quoi ça sert un tel projet et comment le nôtre peut permettre d'aider certaines personnes. On a trouvé 3 grandes catégories. Nous, tout simplement, l'association avec qui nous sommes partis et la PFE. Donc, quand on dit la PFE, c'est la plateforme sur place, c'est Souleymane, c'est voilà, vraiment au niveau local, tandis que l'association, c'est l'association qui s'appelle Le Partenariat, dont on a parlé précédemment. Et donc, comment ce projet a-t-il pu être utile? Déjà, pour nous, ça a vraiment été une expérience extraordinaire, ça nous a marqué, on a tous vécu, comme l'a dit Chloé, quelque chose de différent. Et on a appris énormément de choses, que ce soit d'un point de vue technique dans la préparation. Moi, je connaissais presque rien sur les bilans carbone, si ce n'est l'atelier d'automne, mais c'est peu. Et donc, tout ce qui est une empreinte carbone, tout ça, on a beaucoup appris là-dessus. Ensuite, ça permet d'ouvrir son point de vue, pas juste en tant qu'ingénieur, juste en tant qu'humain, de savoir ce qui se passe dans d'autres mondes, de rencontrer des personnes qui ont des religions différentes, qui ont des vies différentes, qui n'ont rien à voir. Et ça, c'est vraiment très, très fort d'un point de vue humain. Ensuite, au niveau de l'association, donc j'ai marqué demande de financement. Pourquoi?
parce que les rapports que nous avons faits, que nous allons envoyer à l'association, en fait, ils vont être utilisés pour justifier de ce genre de projet. Et en fait, cette justification, elle va permettre à l'association de demander de nouveaux fonds pour développer en fait ce genre de projet au Sénégal dans des zones non électrifiées. Ça permet aussi de valider leurs hypothèses. Quand ils ont construit la plateforme, ils avaient des hypothèses sur donc, le bilan qu'ils émettaient sans l'avoir vraiment calculé. Ils se disaient que du coup, mettre un groupe électrogène et des panneaux photovoltaïques, c'était la meilleure solution plutôt que juste des panneaux ou juste un groupe électrogène. Nous, on a validé ces hypothèses et du coup, ça va leur permettre de s'ouvrir sur des nouveaux projets dans le Sénégal. Pour la PFE, pour Souleymane, donc Souleymane, parfois, il a du mal à expliquer aux habitants du village l'utilité de cette plateforme, puisque du coup, les personnes qui utilisent l'électricité doivent payer l'électricité, puisqu'en fait, elle est gérée par une entreprise privée, dont le PDG en fait, est Souleymane, et beaucoup de gens du village ne comprenaient pas. Ils voyaient cette plateforme comme un don des Européens, de manière très globale, et ne comprenaient pas. Sauf que ce n'est pas le cas, parce que pour que ce genre de projet soit pérenne et ne crée pas de dépendance, il faut vraiment qu'il y ait une organisation au niveau local, dont Souleymane gère la plateforme. Et du coup, avec nos calculs, en montrant, en réexpliquant aux gens comment ça marche, quel est l'organigramme, ça va permettre d'aider Souleymane à justifier de la plateforme et de montrer que ça marche. On a aussi fait un rapport qui montre que Souleymane, dans son travail, pouvait et avait les capacités de diriger de futures plateformes, donc de s'occuper de plusieurs plateformes à la fois. Et enfin, au niveau de technique, on a fait toute une liste, un bilan pour déterminer des façons de recycler la plateforme qui pourront ou pas être utilisées pour la PFE. Donc, notre projet, dans quoi est-ce qu'il s'intègre un petit peu dans le monde des écoles d'ingénieurs? Est-ce que ça existe? Est-ce que cette vision des enjeux du climat, de l'énergie, elle se développe? Alors, il y a plusieurs choses dont je voulais parler. Déjà, le manifeste qui est Former l'ingénieur du 21e siècle. Donc, ça a été rédigé par le groupe de l'INSA. Et donc, c'est un très long manifeste qui explique comment former l'ingénieur du 21e siècle. Il y a pas mal de pages, il y a une centaine de pages, mais c'est très intéressant sur l'idée qu'il faut repenser l'ingénieur, il faut repenser tout ce système en fait, d'éducation de l'ingénieur. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que la formation d'ingénieur, elle aborde les enjeux du climat et de l'énergie, en grande majorité dans des au sens large, sans forcer les gens. Mais en fait, c'est encore peu dans les cours obligatoires. On n'a que 26%, même si c'est supérieur aux autres types de formations. Il faut se rendre compte que c'est des choses dont il faut parler et développer, en fait. Notamment, par exemple, on peut parler des écoles de commerce qui ont des cours facultatifs sur les enjeux du climat et de l'énergie. À voir comment c'est fait, mais donc c'est vraiment l'idée de se dire que la formation d'école d'ingénieurs, pour nous en tout cas, c'est quelque chose qui doit prendre en compte cette idée du climat et de l'énergie. Alors, ça passait très vite, mais on va vous présenter une très belle vidéo faite par Julien. Déjà, on voulait faire des petits remerciements. Alors, donc, pour les remerciements, on voulait déjà vous tous qui êtes là, merci beaucoup. Ensuite, je voulais remercier en fait, toutes les personnes qui se sont investies, qui regardaient un petit peu ce qu'on faisait depuis l'année dernière. Ça nous a vraiment beaucoup touchés. J'en profite pour remercier mes 6 compères qui sont partis avec moi, que j'aime de tout mon cœur. Et puis aussi, je remercie Yasmine Doumandji et Gisèle Burgard qui ont permis d'organiser la conférence. Et enfin, je voulais remercier du coup TPS d'avoir permis cette conférence et de nous avoir beaucoup aidé sur le départ. Et la vidéo.
C'est bon, ça tourne? Ouais. Parfait. Ben, du coup, tout a commencé tôt dans l'année 2022 où j'ai envoyé un message sur Enemy. Pas mal de réponses. On s'est bien trouvé, on a cherché un thème qui nous plaisait, qui nous touchait à cœur. Et très vite, on s'est orienté sur la transition énergétique. On a été en contact avec Ingénieurs sans frontières et par le biais de contacts, on est rentré en contact justement avec une association, le partenariat. Le partenariat, il existe dans 2 pays, la France et le Sénégal. Donc le partenariat, ils avaient des projets là-bas sur le long terme qui étaient d'étudier une plateforme énergétique pour montrer que c'était des choses qui marchaient, qui avaient un faible coût carbone, ou en tout cas le meilleur coût carbone possible pour permettre le développement de ce genre de région. Très vite, on rentre en contact avec le coordinateur de la plateforme sur place. Il s'appelle Souleymane Diallo. C'est la personne avec qui en fait on a le plus discuté en amont, mais surtout pendant, puisque c'est avec lui qu'on a habité, qu'on a passé 22 jours. Ingénieurs sans frontières, il nous aidait beaucoup sur la partie éthique de notre projet, sur comment bien le faire pour être sûr qu'il n'y ait pas de répercussions négatives, pour être sûr qu'on accompagne sans créer de dépendance. Donc le choix de l'association était très important. Le partenariat, ça s'est vraiment vu comme une bonne idée, dans le sens où c'était vraiment un projet sur le long terme, qui avait des volontés de développer l'électricité au Sénégal sans pour autant créer de dépendance avec la France. Souleymane nous a beaucoup aidé et ça a vraiment beaucoup joué sur la réussite de cette mission. Mais tant qu'on n'avait pas tous ces éléments, on n'était jamais sûr de partir et c'est pour ça que nos billets d'avion, on les a pris au dernier moment. Ensuite, on en arrive une semaine, je pense, avant le départ, où on était donc, les billets d'avion sont pris, les valises sont faites pour la plupart, les vaccins aussi, juste avant de partir. Des milliers de personnes ont manifesté vendredi à Dakar, la capitale sénégalaise. L'objectif de ce rassemblement, faire pression sur le président Macky Sall afin qu'il ne se présente pas à la prochaine élection présidentielle. Énorme manifestation. Et la compagnie de bus qu'on devait prendre au départ n'envoyait plus aucun bus sur les routes. On n'avait plus de bus, on savait plus trop quoi faire, on savait même pas si on partait au final parce que oui, c'était dangereux. Il y a eu plusieurs morts dans les manifestations à Dakar. Et on était coincés, on savait pas quoi faire puisque même si on partait pas, on n'avait pas non plus de stage, le projet tombait à l'eau complètement. Et ouais, ça aurait été vraiment malheureux. Au final, on part. Les manifestations diminuent. Puis donc en juin, on s'est tous retrouvés à Paris, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle avec nos gros sacs. Et bah, c'était parti quoi. Et on s'est lancé pour 1 mois au Sénégal. On voit l'avion avec marqué Air Sénégal. Et là on se dit ça y est, c'est bon, maintenant c'est sûr. Une fois qu'on pose les pieds à Dakar, c'est que c'est réglé et que on a au moins réussi à mener le projet jusqu'à l'arrivée au Sénégal. Quand on arrive vers le Sénégal, on commence à voir, à distinguer après le passage en dessous des nuages, des paysages qu'on n'avait jamais vus de notre vie. En plus, l'arrivée à Dakar, elle se fait au bord de la mer, donc c'était vraiment un moment vraiment magnifique et on n'avait qu'une hâte, c'était d'atterrir. Une des choses dont on a pu se rendre compte pendant le premier voyage en bus, en arrivant à Dakar, c'est vraiment qu'autour de, pas dans Dakar même, mais dans la banlieue, dans la périphérie, il y avait vraiment beaucoup de maisons délabrées, des maisons parfois à peine construites, où en fait il y a comme juste les fondations ou juste des blocs de béton. Et c'était impressionnant à voir parce que c'était pas juste une petite partie, c'était vraiment, ça s'étendait sur des kilomètres et des kilomètres. Et, mais aussi en fait des infrastructures énormes, puisque une des premières choses qu'on voit en sortant de l'aéroport, c'est le stade Abdoulaye Wade, donc qui est un stade énorme. On arrive à Dakar, il me semble qu'on reprend un taxi pour aller jusqu'à notre hôtel, et la petite surprise, l'hôtel n'existe pas. En fait, on appelle et voilà, il n'y a personne au bout du fil. Et en fait, personne sait rien sur ce Airbnb mystérieux. Et en fait, on se rend compte qu'on est SDF à Dakar, premier jour du voyage. Bon, alors finalement, le logement prévu, réservé sur booking.com,
à Dakar était en fait un prank. On s'est fait avoir. Mais grâce aux habitants très gentils finalement, on a pu loger dans une grande maison chez un habitant du coup qui nous a sauvés un peu au dernier moment. Mais on s'en est sorti et au final plutôt très bien, on est juste à côté de la gare et on part demain À 7 à 7h. Réveil à 5 heures. Réveil à 5h pour MBT. Ça part. Et donc on a dormi dans la maison, une maison qui nous appartenait pas du tout, de gens qu'on connaissait pas pendant qu'ils étaient pas là. Mais ça s'est fait en 1 heure quoi. Et on a déjà pu se rendre compte que les gens étaient juste prêts à nous aider, mais jusqu'à nous donner une maison, jusqu'à nous donner les clés d'une maison qui nous appartient pas quoi. Au final, le lendemain, on prend le bus pour se diriger vers Mbidi. Ce deuxième trajet en bus, du coup, pour aller jusqu'à Mbidi, il s'arrêtait à Tareji. Parce qu'en fait, entre la ville de Tareji et le village de Mbidi, il n'y a pas de route. Il n'y a vraiment que la brousse. Donc, arrivé à Tareji, la première chose qui nous a frappé, c'est vraiment la chaleur. Il faisait extrêmement chaud. En plus, on n'avait plus beaucoup d'eau. Mais en fait, il y avait des gens qui savaient que le fils du chef du village devait venir nous chercher. Et du coup, ils nous ont accueillis chez eux, ou en tout cas devant chez eux, pendant 2-3 heures, le temps qu'on vienne nous récupérer. C'était vraiment un moment super chouette. C'était la première fois on a appris quelques mots de Poulard, la langue parlée en fait par les habitants de Mbidi. Donc c'était vraiment un moment super marrant de partage. On a aussi pu boire, parce qu'on avait vraiment plus d'eau. Ça commençait à devenir critique, surtout avec cette chaleur-là. Et on a finalement pu rejoindre le fils du chef du village, qui nous a pris en charge jusqu'à midi. Et au moment où on a pris la voiture pour qu'ils nous prennent en charge jusqu'à midi, c'est devenu complètement incroyable. En fait, on s'est retrouvés dans la brousse. Il n'y a rien, il y a juste vaguement des pistes avec le passage d'autres voitures qui sont allées précédemment à Mbidi, mais c'est tout. Et parfois des énormes troupeaux de vaches ou quelques maisons. Et en plus, juste à notre arrivée, une tempête de sable complètement incroyable, ce qui rendait l'instant en fait d'autant plus surréaliste et d'autant plus magique. On a dormi en fait juste sur le parvis de la maison. Avec des moustiquaires, donc à la belle étoile. C'était comme ça pendant 1 mois et c'était assez fou. Et puis on a aussi mangé notre premier repas à midi. On a mangé avec Souleymane et tout le groupe ensemble dans 2 énormes plats en métal. Un des événements marquants de ce repas, c'est l'araignée. En fait, on voyait quelque chose dans le noir, parce qu'en fait on était complètement dans le noir. On mangeait avec la lampe torche, puisqu'il faisait déjà nuit. Je sens qu'un truc bouge, je sais pas où c'est, et je sens un truc me passer dessus. Et je savais pas du tout ce que c'était. Et donc je suis un peu pris de panique. On prend tous nos flashs, on les allume, on pointe vers le mur, et il y avait une araignée, mais je pense, facile cette taille. Et donc première rencontre avec la faune locale, c'est vraiment une araignée. Je me suis fait réveiller par une grenouille qui était rentrée dans notre moustiquaire avec Julien. Mes deux premières rencontres à Mbidi, ça a été une araignée et une grenouille dans ma moustiquaire. Et donc on découvre les conditions dans lesquelles on va dormir durant les 22 prochaines nuits. Donc que ce soit le fait de dormir à la belle étoile, d'avoir du vent et du sable dans nos yeux toute la nuit. On découvre aussi que l'imam fait l'appel à la prière dès 5h du matin. Et forcément, vu qu'on dormait à côté de la mosquée, durant les 22 nuits, on a pu entendre l'imam dès 5h du matin. Et forcément, c'était la première journée, donc il fallait qu'on fasse un vrai débrief avec Souleymane. Du coup, on a commencé par manger. On a pu se présenter à plein de personnes différentes. On a vu qu'il y avait différents imams. On s'est présenté aux commerçants du village, donc autour de la plateforme. C'était important de se présenter à l'ensemble du village pour qu'ils sachent qui on était et qu'on n'était pas juste des inconnus ici pour du tourisme. Au niveau du projet, c'était important de faire le tour de la plateforme. Donc on a commencé par visiter le local électrique. On a visité là où étaient installés les panneaux solaires et aussi le bureau de Souleymane. Il a pu nous donner une petite interview. Je m'appelle Souleymane Diallo. Je suis opérateur de la plateforme électrique de Mbidi. Et du coup, est-ce que tu trouves que depuis la création de la plateforme, il y a eu une évolution dans le village? Oui, effectivement, il y a une évolution dans le village parce que là, aujourd'hui, il y a des produits qui n'existaient pas.
aussi à des activités qui n'existaient pas aussi. Donc maintenant, grâce à la plateforme, on a pu créer 7 activités génératives de revenus. On en a eu 7. Et donc en 2020, il n'y avait pas, donc ça c'est l'aspect positif. Et aussi la plateforme a permis pour la création d'emplois. Aujourd'hui, il y a 20 emplois directement créés. Et il y a aussi 15 ou 30 emplois indirects. Et du coup, il y a une vraie notion de développement durable un petit peu dans le projet. C'est une partie qui est importante. Oui, parce que l'objectif de la plateforme aussi, c'est permettre des activités durables pour les opérateurs économiques. C'est pour ça que nos fonctions d'énergie est stable et fiable aussi. Donc l'aspect économique durable aussi, ça impacte beaucoup. Au départ, c'était un peu compliqué. C'était compliqué. Au départ, ils n'ont pas compris le projet. Pour eux, ils croyaient que c'était un don. Si ce projet devait être refait à l'avenir, le plus compliqué, la chose qu'il faudrait le mieux gérer, c'est cet aspect-là. C'est ça le plus dur. Et même avec Galina et partenariat, la première chose que nous avons réglée, c'est cet aspect-là. Est-ce que tu penses que c'est des projets à multiplier? Oui, effectivement. L'impact est très positif. Et certains TP aussi arrivent à bouger carrément. Mais l'accès à l'énergie au niveau du pays, c'est un point important en ce moment. On dit qu'il y a presque 2 millions d'individus qui n'ont pas d'électricité. Ok, d'accord. C'est quoi votre rapport au fait que ces projets ils sont aussi faits avec des associations qui sont françaises? C'est un point positif ou c'est plutôt vous préférez que ce soit fait par des associations du Sénégal? Bon, je crois que travailler avec les associations françaises c'est plus facile. Parce qu'eux vraiment ils sont impliqués. Impliqués dans le projet. Par exemple, je prends le rapport que j'ai avec les institutions françaises et sénégalaises, par exemple la commune, c'est-à-dire que techniquement la place appartient à la commune, mais la commune n'est même pas intéressée par la place. D'accord. Bon, on donne des rapports, tout ça, mais ils ne sont pas intéressés. Mais par contre, tu vois, il y a GRS qui est intéressé, donc il est tout le temps au courant de ce qui se passe. Il vient jusqu'à ici, c'était pas jusqu'à là, pour faire tout ce qui est suivi, pour aussi aider l'opérateur sur le point, par exemple, technique. Les institutions françaises sont plus intéressées par l'impact et le suivi du projet. Notre objectif principal qui était donc de justifier l'existence d'une plateforme solaire dans un village comme celui-ci, par rapport au fait que ce village n'avait actuellement pas d'accès à l'électricité classique, donc qui était distribuée par Sénélec. Et la justifier, ça veut aussi dire pouvoir multiplier ce genre de projet. C'est-à-dire, si on justifie l'existence d'une plateforme comme ça, alors on pourra donc multiplier le projet dans d'autres villages dans lesquels l'accès à l'électricité est difficile. Il y avait 3 grands objectifs. C'était donc le bilan carbone de la plateforme actuelle en comparaison à d'autres scénarios, l'optimisation de la plateforme et aussi une réflexion autour du recyclage des panneaux qui actuellement était quasiment inexistante. Alors forcément, on restait là-bas que 22 jours. Donc il fallait qu'on hiérarchise nos actions, c'est-à-dire il fallait effectuer en premier celles qui allaient prendre le plus de temps et celles qui étaient nécessaires d'effectuer dans le village. Par exemple, des actions qui pouvaient être faites post-projet, post-voyage, on les a mis de côté, ça ne servait à rien de les faire sur place. Et du coup, on avait dès le début, dès les premiers jours, un planning bien détaillé avec nos actions et nos horaires. On était ravis de voir que notre voyage, il n'existait pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y a plein d'actions pour lesquelles il était nécessaire d'être sur place. Et surtout, en fait, parce qu'on avait une vision, pas bridée, mais on avait notre vision à nous du projet. Et c'est en étant sur place et en discutant longuement avec Souleymane et avec d'autres intervenants du village qu'on a pu comprendre qu'il n'y avait pas seulement un aspect technique et économique à notre projet, mais Souleymane nous a expliqué qu'il y avait aussi un véritable aspect social. En effet, il nous a parlé des difficultés pour lui de mettre en place une plateforme dans un village aussi éloigné d'installations électriques. Et on s'est rendu compte qu'il fallait une véritable sensibilisation dans les villages reculés et avec peu d'accès à l'électricité au niveau des panneaux solaires et des énergies renouvelables. Et donc c'est Souleymane qui nous a apporté toutes ces visions qu'on a eues grâce à lui sur place. Une autre action qui était intéressante de mener sur place, c'était de pouvoir échanger avec les commerçants qui utilisaient l'énergie des panneaux solaires, donc de la plateforme. Donc savoir ce qu'ils en pensaient, leur état d'esprit lors de l'installation. Et même on a pu communiquer avec eux par rapport à notre projet, ce qu'ils en pensaient. Et donc c'était super intéressant et très utile pour pouvoir faire un rapport aussi à l'association qui n'a pas forcément le temps d'aller prendre l'avis des gens qui utilisent les plateformes installées dans le village. Notre routine en fait c'était que tous les jours on se levait plus ou moins à la même heure vers 9h, on prenait le petit déjeuner avec tout le monde.
donc avec Souleymane et le reste du groupe, et parfois même avec la famille du chef du village. Toute la matinée, on allait travailler dans le local. Parfois, on bossait plus au niveau de la plateforme, donc sur les installations électriques ou sur les panneaux solaires. Et parfois, on se posait plus au local pour réfléchir au bilan carbone. Venait l'heure du repas du midi, suite auquel on ne pouvait même plus travailler en raison des fortes chaleurs, qui pouvaient parfois dépasser les 40 degrés. De 13h à 16h, il était impossible de faire quoi que ce soit, donc on prenait une pause, on réfléchissait entre nous, et on réattaquait le soir le travail au local, dans une ambiance plus productive. Le soir, on rentrait manger puis dormir à la Belle Étoile comme d'habitude. Mais il y avait des jours où cette routine elle était un peu bousculée, notamment grâce à Souleymane qui nous prévoyait un peu des événements divers pour nous faire découvrir les lieux et les alentours, notamment des sorties dans les villes voisines, Ndioum, Tareji, pour se ressourcer et se réapprovisionner en nourriture et en eau. C'était toujours des grands moments parce qu'en gros, on prenait 3 personnes du groupe, on les mettait sur le toit d'une voiture avec 30 autres personnes et on filait dans le désert à 90 km/h pendant 2 heures, donc c'était une sacrée épreuve. C'était assez incroyable comme moment. Je me souviens de pas mal de moments légendaires où juste j'ai failli mourir écrasé sous les roues d'un camion en plein désert qui a repoussé avec trop de monde sur le toit d'une voiture, personne n'est attaché. Je pense au gros match de foot qui était organisé sur un terrain vague à côté du village entre le FC MBD contre le FC France. Et malgré l'abnégation de Timothée, on se faisait juste atomiser par le FC MBD, mais c'était des grands moments de plaisir et de partage, et c'était assez incroyable. On a aussi été invité à un mariage, c'était un moment assez intense où on a pu fêter l'événement avec beaucoup de membres du village. On était vraiment tous regroupés dans la joie et la bonne humeur, donc c'était assez cool à vivre. Mais je pense que le moment le plus incroyable, c'était la fête du Tabaski. C'est la fête religieuse que tout le monde attend toute l'année. Donc ça, une fois par an, toutes les communautés des villages voisins se retrouvent à Mbidi pour fêter le Tabaski. Et la journée se finit en beauté avec une plutôt grosse soirée organisée dans le village avec de la musique partout et des festivités. On a eu la chance de pouvoir se permettre de ne pas faire que travailler toute la journée et de s'ouvrir un peu à ce qui se passait autour de nous. On a fini le séjour en allant faire un rapport donc, à l'association du partenariat à Saint-Louis. Et ce qui nous restait à faire dès lors, c'était sensibiliser à notre retour sur ce qu'on a fait, sur pourquoi on l'a fait, et c'est ce qu'on aimerait bien faire avec cette vidéo. En fait, on est parti vraiment avec une mission technique en tête, avec des objectifs, des choses à remplir, et au final, ce qui nous a vraiment transcendé et ce qu'on retient, c'est vraiment le côté humain. Moi, j'oublierai jamais quand le dernier jour, on a discuté avec Souleymane, on a fait un petit peu une réunion où il nous a dit, vous savez les gars, moi c'était les meilleurs 22 jours de travail que j'ai pu avoir ici depuis 3 ans où je travaille à la plateforme. Et ça a vraiment justifié tout le projet en fait. Tout ce qu'on a vécu là-bas, ça l'a justifié, le fait qu'on vienne. Et bien sûr qu'il y a le côté où on voulait vraiment aider l'association, le partenariat, et ça a été très important pour nous. Mais ce qu'on a vécu là-bas, les rires, les jeux, le sport qu'on a fait, toutes ces émotions, c'était extraordinaire, et ça a été vraiment un moment fort qui forge humainement, ça nous permet de grandir. Pas juste en tant qu'étudiant, ça sort de ce cadre-là en fait, ça nous forme en tant qu'humain, ça nous donne des souvenirs extraordinaires, et on se rend compte que les rencontres c'est extraordinaire, ça permet de grandir, et ça on l'oubliera jamais. Bah écoutez,
Merci d'être resté. Voilà, c'était une vidéo extraordinaire que j'avais pas vue de Julien, donc je pense qu'on peut le réapplaudir parce que c'est vraiment une très très belle vidéo. Et du coup, bah, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, c'est le moment. Voilà. Déjà, merci pour votre présentation. Et moi, j'aurais une question par rapport au financement. Comment vous avez fait pour financer ce projet? Est-ce que du coup, c'est vous ou c'est venu d'ailleurs? Alors, du coup, je peux peut-être répondre à cette question pour commencer. Alors, donc les financements, déjà, on a fait beaucoup de demandes de financement à différents organismes. Donc, il y a eu TPS, il y a eu le Grand Est, il y a eu la ville de Strasbourg, il y a eu le Crous qui a une bourse spéciale pour des projets comme celui-là. Mais on a dû tout avancer. Donc, tous les financements qu'on pouvait recevoir, on les recevait qu'après être parti. Donc, on a tout avancé. Et au final, on attend encore même maintenant des subventions qui peuvent arriver. Mais quoi qu'il en soit, on aura dépensé des sous. Je pense qu'on est à peu près dans ce qu'on n'est pas remboursé. On sera à peu près 500 € peut-être par personne. Mais l'idée, en fait, c'était surtout de pas se dire que tout est financé. Enfin, ça aurait été extraordinaire, mais juste de montrer que quelqu'un qui va faire un mois de stage en Belgique, qui doit louer un appartement ou qui doit partir, ça coûte pas forcément moins cher au final, et que juste par contre, ça demande plus de travail, mais que c'est possible de partir loin, de faire des choses qui coûtent pas forcément plus cher que du coup un stage qui se ferait où il faudrait payer un loyer, quoi, tout simplement. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y aurait des choses que vous feriez différemment? Personnellement, je me documenterai un peu plus déjà sur la vie au Sénégal. J'apprendrai plus peut-être des mots, du vocabulaire en poulard pour parfois discuter. Parce que Souleymane parle français, c'était la seule personne du village qui parlait français. Donc il faisait le rôle de traducteur. Mais c'est vrai que quand on arrive comme ça, juste en tant que blanc et tout, parfois ça pouvait être un peu mal vu d'arriver juste de pas parler la langue. Donc je porterai peut-être un point sur ça personnellement. Après vous, je sais pas. Moi, je dirais, en fait, une fois que tu es sur place et que tu es loin de chez toi, qu'il se passe 10 000 trucs auxquels tu dois penser, tu as toujours un moment où t'as toujours un coup de barre, un moment où tu as un coup de mou, et je pense que ça nous est à tous arrivé, un moment où on s'est dit, là, j'entrerais bien chez moi quand même. Je me dis, si c'était à refaire, je me dirais, tu es là pour 22 jours, vis le truc à fond, ça se reproduira peut-être plus jamais, mais sur le coup, tu as du mal à t'en rendre compte. Moi, j'ai l'impression que c'était un peu... c'est un peu irréel ce qui est arrivé. J'ai l'impression que les souvenirs, tout ça, c'est un peu flou. Et même si j'ai vécu le truc à fond, je pense qu'il y a toujours moyen d'en profiter plus. Et c'est quand même une sacrée expérience, quoi. Donc, à part ça. Peut-être au niveau technique et matériel, parce que du coup, on a beaucoup de trucs sur Internet au niveau de quoi amener, que ce soit des médicaments ou même des trucs anti-venin. Et je pense que si on avait plus demandé à Souleymane juste vraiment ce dont il est nécessaire, on aurait peut-être dépensé beaucoup moins d'argent pour les médicaments, tout ça. Parce que là, on a vraiment acheté énormément de choses qui sont encore dans nos sacs qu'on n'a pas utilisées, quoi. Mais bon, au moins, on les avait. Je pense que maintenant qu'on est parti une fois, peut-être qu'on sera mieux préparé. Désolé. On prenait des médicaments anti-palud qui coûtaient la peau du cul. Il n'y en avait pas besoin, il n'y avait pas de moustiques à cette période. On ne savait pas. Voilà. Il y a le côté aussi technique et matériel, mais plus sur l'aspect travail, parce que du coup, on est parti avec 2 ou 3 ordinateurs, et on s'est rendu compte une fois sur place que, en fait, il n'y avait pas d'ordinateur là-bas, il n'y avait pas forcément de connexion, etc. Donc la connexion, on était hyper limité, sauf que les 3/4 des trucs qu'on devait faire, c'était sur Internet. C'était beaucoup de recherches, etc.
même s'il y a eu beaucoup de questions qui ont été répondues par Souleymane. Je sais que ça nous a beaucoup bloqué et que parfois on pouvait juste pas avancer parce qu'on n'avait pas assez d'ordinateurs ou de connexion. Et du coup, ouais, peut-être plus se renseigner sur ça et mettre une plus grosse partie du budget sur la connexion et ça aurait pu nous aider sur certains points. Moi votre stage, vous avez fait 22 jours, mais normalement c'est 5 semaines le stage de 1A. Du coup, comment vous... Ah, ok. Mais du coup, c'est passé. Et ça s'est passé quand même. Ok. Bonjour, merci. D'abord, forcément, félicitations à vous pour ce beau périple. Et merci surtout de montrer que c'est réalisable hein, et d'ouvrir les chakras, j'ai envie de dire, de tous vos collègues. Je pense que j'ai aucun doute sur les vocations que vous avez peut-être certainement réussi à ouvrir ce soir. Et déjà, pour ça, merci. Merci beaucoup. Ça me replonge un petit peu avec mon associé Ilan il y a une vingtaine d'années. Alors aujourd'hui, juste un petit message. On a été très touché par votre projet parce qu'on a créé déjà différentes opérations humanitaires à l'origine un peu dans votre trempe, dans votre style. Et aujourd'hui, on a un centre qui accueille des enfants défavorisés au Sénégal, pas très loin, à 200 bornes de là où vous étiez, qui a une station solaire. C'est des enfants qui sont de milieux défavorisés, que l'on scolarise et avec qui on donne un petit peu d'espoir pour trouver un travail. Et cette centrale photovoltaïque, elle a des problématiques de fonctionnement maintenant et liées les problématiques de frigo, d'éclairage, etc. Donc c'est un vrai problème sur le centre. Et on recherche, alors je passe un message, on recherche des bonnes âmes qui aimerait créer peut-être cette année ou l'année prochaine ce type de projet. Et en contrepartie, nous, ce qu'on offre, c'est qu'on est une association de plein droit qui est habituée, qui mène de nombreux projets humanitaires pendant l'année hein, dans différents pays. Donc on pourrait un petit peu vous offrir aussi ce cadre sécuritaire qui peut peut-être vous rassurer parfois certains pour justement tout ce qui est des financements, la logistique, etc. Donc voilà, c'est un petit peu le donnant-donnant. C'est un appel du pied. Je ne sais pas comment on peut rentrer en relation avec vous. Je ne sais pas si c'est le moment, donc on tente notre chance. On viendra vous voir tout à l'heure, mais n'hésitez pas aussi, s'il y a des âmes sensibles dans la salle, à venir nous contacter si vous avez envie d'échanger plus longuement avec nous. Merci beaucoup et merci surtout à vous. Alors, je crois qu'il veut poser une question. Ah. Merci beaucoup pour votre présentation qui était, de mon point de vue, beaucoup plus orientée vers le côté humain que vous avez vécu vous-même. Et c'est vrai qu'en tant que responsable des projets 1, d'abord, j'ai adoré vos présentations, elles sont sympas. Il y a un point qui m'a choqué, c'est que vous avez donné le date de 2017. Lesquels ? Donc je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 7 années, ou on va dire 6 ans, hein, parce qu'on est au démarrage de 2024. Donc ça, c'était la première question. Par ailleurs, j'aurais bien aimé avoir une petite indication de l'apprentissage technique, scientifique, technologique. Je suis sûre que dans l'Assemblée, il y a très peu de gens qui savent ce que c'est qu'un bilan carbone. Et ça aurait été sympa, en une slide, juste pour recadrer les choses, pour dire voilà, ils sont des ingénieurs, ils savent que c'est des choses de scientifiques qui a du sens. Et puis en plus, le GRS, etc., l'ADEME et compagnie, vous avez des tableaux, etc. Donc ça aurait été sympa de. Bon, je suis venue à 5 minutes en retard, donc désolée, j'ai fait quelque chose. Mais je me dis que ça m'a manqué. Et pour finir, je voudrais. Pardon. Mais je sais bien que c'est une présentation publique.
Pareil, je voudrais pour finir féliciter Emma pour sa volonté de. Comment dire, pour son féminisme, on va dire ça comme ça. Merci à vous. En tout cas, c'était très bien. Bravo. Merci. On répond genre là C'est une carte qui représentait quand même une problématique qui n'a pas évolué depuis 2024. Enfin, depuis 2017. C'est des petites initiatives en fait, pour pouvoir garder cette année. C'est une carte qui visuellement en fait, nous permettait d'expliquer des choses intéressantes. Donc voilà. Juste en ce qui concerne le bilan carbone et tous les aspects vraiment techniques, personnellement je trouve que ça fait un peu lourd, surtout pour des conférences dans ce format-là. Mais n'hésitez pas si jamais vous voulez savoir comment ça se passe plus en détail. On a des tonnes et des tonnes de documents Excel. C'est ma question. C'est ta question Moi, ma question, c'était justement dans la vidéo, on a vu, vous avez dit, on avait certaines tâches à faire, dont des tâches qui prenaient beaucoup plus de temps, donc on a bien hiérarchisé. Et vous n'avez pas plus parlé que ça. Et j'aimerais bien savoir justement qu'est-ce que vous avez vraiment pu faire sur place et les choses qui ont pu être faites après le voyage, quoi, en gros. Du coup, sur place, notre mission principale, c'était de réaliser le bilan carbone de la plateforme en elle-même, parce que c'était la mission pour laquelle on avait été engagé par l'association Le Partenariat. Donc c'est celle qui nous tenait le plus à cœur et c'est celle sur laquelle on a mis le plus de temps, le plus de travail. Donc ça, ça passe par des tas de calculs et des tas de collecte de données en fait qui sont disponibles sur le site de l'ADEME notamment. Et oui, il y a aussi des études matérielles directement sur place parce qu'en fait, ce qu'il y a à savoir, c'est que tous les petits commerçants qui sont autour de la plateforme, ils utilisent chacun des frigos, des congèles, des matériels de soudure, des trucs qui consomment énormément et qui parfois ne sont pas aux normes. Et donc, il faut retracer l'origine et la provenance de chacun de ces instruments pour pouvoir calculer après un bilan carbone global. Sauf que calculer un bilan carbone, en fait, c'est un truc qui se fait pas vraiment simplement en un claquement de doigts. Ça prend des semaines et des semaines. Et on s'est vraiment mis à beaucoup là-dessus. Et parce que c'était notamment une des tâches qu'on devait faire sur place, notamment via la récolte des données, des matériels utilisés par les commerçants. Et aussi, on a récolté des informations auprès des commerçants sur leur utilisation et sur leurs habitudes d'utilisation. En fait, on allait les voir, on leur a demandé combien vous consommez, qu'est-ce que vous pensez de la plateforme, est-ce que ça vous suffit. Donc des tas et des tas de choses qu'on pouvait faire que sur place. Donc c'est un peu là-dessus qu'on a passé la plupart de notre temps. Les solutions d'optimisation aussi. Donc de la plateforme, on avait besoin d'avoir la plateforme en visuel pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Au final, on avait des tas d'idées, notamment vous nous avez vu à un moment dans la vidéo rincer les panneaux qui doivent être lavés beaucoup de fois et qui nécessitent une certaine main d'œuvre. On s'est dit pourquoi pas récolter l'eau qui est débitée, qui tombe sous les panneaux pour en faire des ressources pour les cultures voisines. Également l'orientation des panneaux, bon ça a été réfléchi auparavant, mais on devait quand même vérifier que c'était bien optimal. Puis des tas d'optimisations, je sais plus. En fait, c'est vrai que le bilan carbone, c'est ce qui nous a pris beaucoup de temps, mais on a dû en fait changer entre guillemets de mission presque au milieu ou au début parce que au-delà du bilan carbone, il y avait la partie optimisation qui était très importante pour nous. Et nous, en fait, on s'est dit, on va essayer d'optimiser la plateforme. On avait discuté avec l'association, mais nous, optimisation, c'était vraiment un terme technique pour nous. Comment faire en sorte que les panneaux durent le plus longtemps possible pour que leur rendement soit le meilleur possible, etc. En fait, on s'est rendu compte que le plus gros problème de la plateforme pour son optimisation, il n'est pas technique, il est social et politique.
Et en fait, à partir du moment où on s'en est rendu compte, on se dit, en fait, il faut qu'on retravaille cette idée-là. Ça ne sert plus à rien d'étudier le côté technique parce qu'en fait, c'est que un très faible pourcentage de cette problématique-là. Et du coup, le côté social, ça a demandé plus de travail, des questionnaires, aller voir les gens, demander qu'est-ce que c'était la plateforme pour eux. Et vraiment, ça a été une collecte d'informations, vraiment à discuter avec tout le monde, à discuter avec Souleymane, pour savoir comment lui gérait la plateforme, pour voir s'il y avait des choses à changer dans ses méthodes de fonctionnement, etc. Donc il y avait tout ça qui ont dû être faits sur place. Oui, Hugo. Alors, attends. C'est bon ? Et excusez-moi, en fait, c'était simplement pour demander, vu qu'on ne les a pas beaucoup entendus, comment est-ce que vous aviez vécu le projet, vous les filles? Les qui ça? Emma et... Mince, excusez-moi, Chloé. Emma et Chloé. Après, comme j'ai dit, du coup, dans les slides, c'est un ressenti très personnel. Enfin, chacun l'a vécu un peu de sa façon. Moi, le projet, c'était surtout un défi personnel que je voulais relever. J'ai toujours voulu faire un projet solidaire, aller à l'international et donner de mon temps pour des personnes qui en ont besoin et que ce soit utile. Oui, du coup, c'était une bonne expérience et j'en retiens beaucoup de positifs. Après, comme j'ai dit, c'était assez compliqué, les conditions n'étaient pas faciles et le fait d'être une femme, ça rajoute quelques problèmes. Mais dans la globalité, je regrette pas du tout d'être partie et je trouve que c'était une bonne expérience que je referais si je pouvais. Alors pour ma part, j'ai vraiment adoré le projet. Les conditions, ça m'a pas du tout dérangé. Dormir dans la moustiquaire, ça me dérange pas, j'aime bien. Le projet en elle-même était très intéressant. Enfin, vivre au village, au milieu des habitants, c'était vraiment fabuleux. Et si on axe un peu plus sur le côté être une femme à Bidi, c'est un peu plus, je pense, compliqué que ce qu'ont vécu les garçons, mais rien de terrorisant non plus. C'était vraiment très supportable. C'était juste des petites remarques de temps en temps, vraiment rien de grave. Enfin, c'est sûr que si on peut éviter, c'est mieux, mais je veux dire, dans l'absolu, c'est pas grave, c'est juste leur culture, eux, ils sont comme ça, et voilà. Mais juste, oui, c'était vraiment cool. Et comme l'a dit Chloé lors de sa présentation, moi, j'ai voulu montrer qu'on pouvait jouer au foot et qu'on pouvait faire un voyage en voiture et se prendre du sable dans la gueule. Donc, voilà. Et Souleymane a accepté que je parte, il était vraiment pas bloqué à ça, donc c'était vraiment une super expérience. D'abord, bravo pour ce projet. Je me demandais, vu que les panneaux photovoltaïques ils peuvent créer de l'électricité que le jour, même s'il y a le groupe électrogène, est-ce qu'il y avait une sorte de planification de l'utilisation de l'électricité au sein même de MBD? Pas spécialement, mais en fait, je sais pas si tu as vu dans la vidéo, il y a un local électrique. Et en fait, les trucs que tu vois au milieu, c'est les batteries. Et en fait, les batteries font que, de toute façon, si tu fais du solaire ou de l'éolien, tu es obligé d'avoir des batteries parce que, des ondulateurs qui font que ça devient sinusoïdal. Et ensuite, des batteries pour pouvoir stocker ton énergie et la redistribuer quand tu veux. Après, c'est vrai que Souleymane nous avait expliqué, il me semble, que les moments où il y a trop de nuages, où pendant un certain temps, il y a une faible luminosité, au bout d'un moment, ils peuvent juste ne plus avoir d'électricité. Mais c'est assez rare. Mais du coup, c'est dans ces moments-là que c'est pour ça qu'on dit plateforme hybride, c'est qu'il y a les panneaux solaires et le groupe électrogène. Et du coup, ce qu'il me disait, c'est que pendant le mois du Ramadan, les nuits, il allume le groupe électrogène quand les batteries sont mortes, quoi. Du coup, oui, il y a toujours un truc de secours, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est juste dans la vidéo, à un moment, il y a écrit qu'on était là pendant la fête de Tabaski. Et en fait, c'est l'Aïd au Sénégal. Voilà, c'est la même chose. C'est juste... Tout n'a rien à voir. Et ça m'a fait penser quand il a dit l'Aïd. C'est Ramadan. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Et juste pour préciser un truc, on a parlé de bilan carbone via des scénarios différents, de comparer des scénarios. Les scénarios en question, c'est la plateforme actuelle
qu'est-ce qui se passerait si on avait que des kits solaires individuels et qu'est-ce qui se passerait si on avait qu'un groupe électrogène. Donc voilà, c'était ça notre mission en fait, c'était de prouver que c'était bien cette solution-là qui était la meilleure. Et du coup, en fait, on a dû faire 3 bilans carbone différents au cours du projet. Juste pour préciser. Ce qui reste des questions. Sinon, pouvez-vous venir nous voir quand vous voulez, hein, dans la semaine, dans l'année. Je suis là, en première année. Ah, Gatien, il a une question. Dans le rapport qu'on a fait à l'ASSO, on a aussi fait un rapport financier, parce que du coup, la plateforme actuelle, on avait les coûts via Suleiman, il avait plein de dossiers où on avait les coûts des panneaux, des onduleurs, tout ça. Et sinon, pour les 2 autres scénarios qui étaient du coup plus des hypothèses, là du coup on a fait des recherches, donc on mettait les références des panneaux qu'on achèterait, du groupe électrogène qu'on utiliserait. Mais du coup c'est un peu plus, comment je pourrais dire, c'est un modèle quoi, c'était pas. Mais du coup ça on l'envoie à l'ASSO. Et en conclusion, ça reste toujours la plateforme actuelle qui est la plus rentable au niveau des sous. Du coup, c'est bon. Merci beaucoup, hein, merci encore.